Merci de nous retrouver au cours de cette 10e leçon qui sera consacrée à l'introduction du routage IP et cela dans le cadre de notre série de vidéos sur le CCNA 200-301 et moi c'est Mehdi Boloko. Je suis certifié Cisco professionnel en routing and switching. Merci. Donc, en introduction, nous avons l'Internet Protocol, en abréviation IP, qui est à la troisième couche du modèle TCP/IP. Excusez, j'ai raté le C ici. Il y a deux versions IP, de l'Internet Protocol. Donc, la version 4 et la version 6. Donc, c'est ce que nous appelons couramment IPv4 et IPv6. L'Internet Protocol se focalise sur la transmission des datas sous forme de paquets de la source vers la destination. Donc le message de la troisième couche est appelé paquet. Donc nous allons beaucoup parler, faire référence à ce terme. Donc que ce soit dans le cas de cette leçon ou des leçons qui vont suivre durant le reste de ce programme. L'Internet Protocol ne s'intéresse pas aux détails de la couche physique, mais plutôt aux détails logiques. Comment est-ce que le paquet doit traverser le réseau TCP/IP de la source vers la destination finale, même s'il traverse plusieurs réseaux locaux et des réseaux à longue distance. Ça veut dire que si je transmets un paquet quittant mon domicile qui est ici à Dallas et que ce paquet doit être livré, ce message donc, qui est appelé paquet doit être livré à un PC qui est à Singapour, je dois, en fait, le réseau utilise le protocole qui est appelé Internet Protocol, IP, protocole IP. Donc, la logique de transmission de la troisième couche, les routeurs, équipements de la troisième couche du modèle TCP/IP et les PC appelés hosts travaillent ensemble pour accomplir ce que nous appelons le routage, donc le IP routing. Le système d'exploitation de nos PC a un programme software qui exécute les fonctions de la troisième couche du modèle TCP/IP. Les PC utilisent ce software pour envoyer les paquets au routeur le plus proche. Les routeurs décident de la destination où envoyer les paquets jusqu'à livraison à la destination finale. Et j'ai donné l'exemple, si je veux envoyer un message, un email, un paquet qui est destiné à un PC qui est séparé par une longue distance de mon PC, mon fournisseur d'accès Internet va utiliser les mécanismes de l'Internet, du protocole IP qui est à la troisième couche du modèle TCP/IP. Donc, là j'ai une topologie. J'ai le PC1 qui va transmettre un paquet à l'adresse IP 150. Non, oui, à l'adresse IP 150, 150, 4, 10. Donc, lui, ce PC a pour adresse le 150.150.1.10 et il va transmettre son paquet à l'adresse IP 150.150.4.10. Donc, pour votre information, nous avons ici une adresse IP version 4. Et si vous faites référence aux précédentes leçons, nous avons déjà parlé de l'adresse IP. C'est une adresse IP qui a 32 bits. Donc, il y a des détails. Pourquoi est-ce que ça a 32 bits? Logique de transmission d'un host. Donc, le host, le PC, transmet toujours les paquets à la passerelle par défaut, ce que nous appelons par le default router ou encore le default gateway. Un PC qui veut transmettre des paquets à une destination qui n'est pas dans le réseau local transmet le data link frame à la passerelle par défaut, donc le default gateway ou encore le default router.
le data link frame contient le paquet et les adresses MAC, source et destination pour se rassurer que le routeur le plus proche reçoive le data link frame. Donc si mon PC veut envoyer un message qui est destiné à une longue distance, mon PC, dans le contexte de mon fournisseur d'accès Internet, est dans un réseau local. Donc mon PC va envoyer les paquets va envoyer le data link frame au routeur de mon fournisseur d'accès Internet. Et c'est le routeur de mon fournisseur d'accès Internet qui va décider, en fait, qui va consulter ces informations afin de pouvoir transmettre le message à la destination finale. Donc, dans le réseau local, lorsque le PC transmet le message à mon routeur, il utilise le data link frame. Donc le data link frame va prendre le frame, va prendre le paquet, va l'emballer et va mettre son adresse physique comme source et l'adresse physique du routeur le plus proche comme adresse de destination du paquet. Ça, c'est le format du frame. Il ne contient pas toutes les informations, mais il contient les informations les plus importantes dans le contexte du IP routing à notre niveau. Donc, nous avons le destination MAC, donc l'adresse physique de destination dont je venais de parler, la source MAC, le header type, c'est le field qui dit si c'est un IPv4 ou si c'est un IPv6. Pour l'instant, retenons que c'est un IPv4 que nous sommes en train d'utiliser. Mais à l'examen, on peut vous demander le header type contient quel type d'information. C'est là où vous allez dire qu'il contient la version IP en utilisation au niveau de la deuxième couche. Et ici, c'est le message, le paquet, le payload. Donc, c'est le message en provenance de la troisième couche du modèle TCP/IP. Et ici, le FCS, c'est juste pour vérifier s'il y a des erreurs. Si le message en provenance, le message reçu a été corrompu, a des erreurs. Logique de transmission des routeurs. Les routeurs utilisent la même logique pour transmettre les paquets. Les routeurs établissent une table de routage. Donc les routeurs, au fur et à mesure qu'on y met des configurations, ils ont une table de routage. La table de routage contient une liste des adresses IP par groupe qui sont appelées les networks et les subnets. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il compare l'adresse IP de destination du paquet aux informations qui sont sur sa table de routage. Et ça lui permet de savoir où est-ce qu'il faut envoyer le paquet. Logique de transmission du routeur final. Le routeur final, celui qui est proche du PC de destination finale, fait le même travail que les autres routeurs puisqu'il doit vérifier s'il a une route pour où envoyer les paquets. Mais a une différence, c'est que c'est lui qui doit livrer le paquet à la destination finale. Ok. Comment est-ce que la troisième couche utilise les réseaux LAN et WAN? La fonction de la troisième couche dans le PC où le routeur transmet les paquets à la deuxième couche data link. Donc le routeur ou le PC transmettent toujours leurs données au data link. Donc voilà pourquoi nous parlons du frame qui emballe le paquet. Parce que le data link c'est à la deuxième couche. Et lorsque nous sommes à la deuxième couche, nous avons le frame et le paquet est emballé. Et c'est pour se rassurer qu'il sera livré à la bonne destination physique. La deuxième couche permet de faire passer les paquets d'un équipement à un autre. Donc ici c'est un résumé. Donc nous avons ce PC qui a cette adresse IP, qui a ce paquet qu'il emballe
il le transmet au routeur 1. Le routeur 1 ici est dans le contexte d'un list line. Si vous repartez à la leçon 9, nous avons parlé des list line. Donc, au list line, il emballe le paquet dans un protocole HDLC. Lorsque le routeur 1 livre le paquet au routeur 2, le routeur 2 enlève le HDLC frame et crée un nouveau frame qui sera un Ethernet frame pour envoyer le message au routeur 3. Lorsque le routeur 3 reçoit le message, il enlève l'Ethernet frame, crée un nouveau frame afin de livrer à la destination finale. Pourquoi est-ce qu'on enlève toujours le frame? Parce que le frame, c'est la deuxième couche. Ça permet juste de livrer entre réseaux locaux. Ça, c'est considéré comme un réseau local. Ça, c'est un réseau local. Ça, c'est considéré comme un réseau local par rapport à cette image. Et ça, c'est considéré comme un réseau local. Donc, ici, c'est la livraison. Excusez. C'est la livraison d'un réseau pour faire progresser le message selon qu'il traverse les réseaux locaux. Et il y a un aspect, nous avons parlé de la table de routage. Donc ce routeur, par rapport à la destination finale, a ces informations. Nous avons le subnet, donc la destination. Nous avons l'interface, où est-ce que ce routeur doit envoyer les paquets. Et le next hop, c'est cette adresse. Ça deviendra plus clair. Prenez le temps de poser et regardez. Nous avons le subnet, c'est le groupe où se trouve ce PC, le network où se trouve ce PC, l'interface et le next hop. Donc, que va faire le PC1 pour transmettre les données au routeur 1? Puisque le PC1 doit transmettre les données, c'est lui qui envoie, il doit transmettre les données au default gateway. Le PC1 construit le paquet avec pour destination l'adresse IP du PC2. Donc, ce PC, lui, il veut envoyer le message à qui? À ce PC. Donc, il va construire le paquet avec pour adresse de destination. Et lorsque je parle par adresse de destination, je parle de l'adresse IP. Je ne parle pas de l'adresse physique parce que l'adresse physique est limitée au réseau local. Et ça, c'est très important à retenir. Donc, il met dans le paquet pour adresse de destination. Et de toutes les façons, à la troisième couche, à la troisième couche, on ne parle que d'adresse IP. Donc, dans le paquet, il met l'adresse de destination, l'adresse IP du PC2. Le PC1 vérifie si l'adresse du PC2 n'est pas dans son réseau local. Parce que s'il est dans son réseau local, à quoi bon transmettre au routeur? Ça veut dire que lui-même, il peut livrer directement le message. En fait, c'est en passant par un switch, bien sûr. Donc, puisque ce subnet, cette adresse IP n'est pas dans son même réseau local, le PC en place le paquet dans un Ethernet Data Link Frame. Et nous l'avons vu, c'est ce frame qui permet au PC1 de livrer correctement le message, donc le paquet, au routeur 1, puisque c'est dans le frame maintenant qu'il y a les adresses physiques, source et destination. Le PC1 transmet le paquet. Et ici, en passant, il y a un élément que je veux préciser. Les hosts, donc les PC et les routeurs utilisent le protocole ARP.
Address Resolution Protocol pour déterminer l'adresse physique à utiliser lors de la transmission des paquets destinés à un host connecté au même LAN. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le PC a l'adresse IP du routeur. Non, le PC a l'adresse IP du PC2. Mais, puisque en vérifiant, il se rend compte que, comment est-ce qu'il va vérifier? Il va envoyer un ARP. Le message ARP, nous l'avons vu lors du lab 8. Le ARP va, le premier message du ARP va à l'adresse fff.fff. Donc, excusez, je reprends. Le premier message du ARP va à l'adresse Ethernet Broadcast, qui est le fff.fff.fff. Je pense que j'ai cette adresse ici. Ça va à cette adresse. Le premier message du ARP. Donc ça va à tous les équipements connectés dans le réseau local. Et ce message dit simplement qui a l'adresse IP. Donc le PC1 va envoyer un premier ARP à tous les PC connectés dans le réseau local pour dire qui a cette adresse IP. Il va attendre, personne ne répond. C'est à partir de ce moment-là que ce PC, le routeur, va lui dire je sais comment envoyer le message à ce monsieur. Puisque le routeur sait que ce subnet n'est pas dans le LAN, mais ce subnet est très loin. C'est dans ce contexte que le PC va savoir que je dois envoyer le message au routeur. Ce sont des détails qu'on ne donne pas, mais je les donne ici afin que nous soyons déjà... En fait, qu'on ne donne pas à ce niveau. Je ne dis pas que le livre du CCNA ne donne pas ces détails, mais à ce niveau, ce n'est pas donné. Donc, à partir de ce moment, le PC sait maintenant que cet IP n'est pas dans mon subnet, n'est pas dans mon réseau local. Donc, je dois envoyer à mon default gateway. D'ailleurs, non. Pour être précis, lorsque nous configurons les équipements, dans le PC, je mets le default gateway. Donc, lorsque le ARP va et qu'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que le PC fait? Oh, comme il n'y a pas, personne n'a répondu dans mon réseau local, lorsque nous configurons nos PC, nous mettons le default gateway. Donc, en tant qu'administrateur de réseau, lorsque tu configures les PC de tes utilisateurs, chaque bureau, chaque PC a un default gateway, là où envoyer les messages lorsqu'il n'y a pas de réponse au niveau local. Parce que s'il n'y a pas de réponse au niveau local, ça veut dire que le message doit sortir du réseau local. Ça veut dire que le message doit être envoyé en dehors du réseau local. Donc, je répète, le PC1 envoie un ARP FFF que nous avons là. Aucun PC dans le réseau local ne répond. Le PC1 se dit que ça veut dire que ce message est destiné à l'extérieur. Il envoie maintenant au default gateway que nous avons déjà configuré dans le PC1. Et le PC1, en recevant, non, le routeur 1, non, le routeur 1 va faire le travail que nous allons voir après. Donc, ARP permet au routeur et au PC de déterminer l'adresse physique à utiliser lors de la transmission des paquets destinés à un host connecté au même LAN. Donc, autrement dit, le ARP, si
j'ai l'adresse IP, mais je n'ai pas l'adresse physique, j'envoie le ARP. Le PC qui a l'adresse IP va dire c'est moi qui ai cette adresse IP, c'est moi. Et je suis à l'adresse physique. Donc je réponds avec mon adresse physique. L'adresse IP permet de découvrir l'adresse physique. C'est le protocole qui permet de résoudre l'adresse physique. De retrouver l'adresse physique lorsqu'on n'a que l'adresse IP. Donc, le routeur 1, du routeur 1 au routeur 2. Le routeur 2, dans la mesure où le frame reçu, le frame qu'il reçoit de la part du PC1 a pour MAC adresse son propre MAC, il décide de l'exécuter. J'ai pris le terme exécuter parce que j'ai cherché le terme correspondant, parce qu'en anglais c'est process the frame. Il processe le frame. Donc il va l'exécuter en d'autres termes. Le routeur 1 vérifie le field FCS. Nous avons dit que le field FCS c'est le trailer, il est à la fin du message de la deuxième couche, et cela lui permet de valider si le Ethernet frame a des erreurs. S'il n'y a pas des erreurs, le routeur 1 écarte le header et le trailer du frame. Donc ce qui va lui rester, c'est le paquet. Il lui reste que le paquet, et c'est en ouvrant le paquet qu'il se rend compte que le message est destiné en fait à l'adresse IP, puisque tant que le message est emballé, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en enlevant le header et le trailer du message de la deuxième couche, il lui reste le paquet, le message de la troisième couche, et la troisième couche se consacre aux adresses IP. Donc c'est là où il va voir maintenant que le message est destiné à l'adresse IP 150.140.4.10, et il va voir qu'il a le réseau 150.140.4.0, parce que l'adresse IP 150.140.4.10 est dans le subnet 150.140.4.0. La seule différence ici, c'est le 10, l'adresse IP, et le subnet a le 0 à la fin. Il y aura beaucoup de détails sur ça, mais pour l'instant, retenez que cette adresse IP est dans ce subnet, donc dans ce réseau. Le routeur 1 transmet le paquet à partir de l'interface listée dans la table de routage au Next Hop Router, qui est l'adresse qu'on nous donne. Le routeur 1 doit d'abord encapsuler le IP paquet dans un HDLC frame. Ici, j'ai voulu répéter le frame pour vous faire comprendre que pendant que le routeur, donc de routeur en routeur, on enlève le header et le trailer, c'est pour permettre à livrer le message à la destination la plus proche. Parce que le header de la deuxième couche contient l'adresse physique où livrer le message dans le contexte du réseau local. Et la logique, c'est la même. Donc, le routeur 2 fait le même travail. Il reçoit le frame. Il vérifie s'il n'y a pas des erreurs. Il vérifie s'il a une route pour atteindre cette adresse. Et il en transmet le message là où il faut transmettre. Je suis en train de partir comme ça parce que nous aurons un lab où nous allons reprendre tous ces détails. Le lab, la prochaine leçon sera un exercice pratique sur l'exécution de ce travail.
Mais la logique des routeurs, c'est la même. Ils reçoivent, ils vérifient les erreurs, et puis après, ils vérifient sur la table de routage s'ils ont une route pour cette adresse IP. Ils vérifient là où il faut envoyer, et puis ils envoient. Ils créent un autre frame pour la livraison dans le contexte local. Et le routeur 3, qui est le dernier routeur qui doit livrer au PC2, donc la destination finale, fait un travail à peu près similaire. Il vérifie s'il n'y a pas des erreurs, il vérifie l'adresse IP, il se rend compte que l'adresse IP est connectée à lui-même. Donc c'est lui qui doit livrer le paquet à la destination finale. Donc, à partir de ce moment, il crée un frame qui a pour adresse physique de destination le PC2. Donc, nous voyons bien la logique que l'adresse physique permet de livrer les messages dans le contexte local. Mais l'adresse IP permet de livrer à des longues distances. Donc, importance des adresses IP dans le routage IP. Les paquets ont besoin d'une adresse IP de la même façon que les lettres transmises à la poste. TCP/IP regroupe les adresses IP de telle sorte qu'ils fassent partie du même réseau local. Ces groupes d'adresses sont appelés des IP networks ou des subnets. Chaque chaque IP subnet ressemble à un code postal. Ce que nous voulons dire est simple. En fait, si nous parlons en termes de pays, si je veux envoyer un courrier destiné à une adresse qui est en Côte d'Ivoire, la poste a des routes pour livrer ce colis en Côte d'Ivoire. Donc les routeurs dans le contexte du réseau utilisent la même logique. Donc, si j'ai une adresse IP, je sais, mon travail, le travail du routeur, c'est de chercher à trouver là où livrer le paquet par rapport à cette adresse. Donc, il y a deux règles importantes. Lorsque deux adresses IP ne sont pas séparées l'un de l'autre par un routeur, ils doivent faire partie du même subnet. Donc, lorsque deux adresses IP ne sont pas séparées l'un de l'autre par un routeur, ils doivent faire partie du même subnet. Le deuxième, lorsque deux adresses IP sont séparées au moins par un routeur, ils doivent excusez. Lorsque deux adresses IP, je reprends le premier, lorsque deux adresses IP ne sont pas séparées l'un de l'autre par un routeur, ils doivent faire partie du même subnet. Donc, s'ils ne sont pas séparés par un routeur, ils doivent faire partie du même subnet. Lorsqu'ils sont séparés au moins par un routeur, ils doivent faire partie de subnets différents. Pour faire simple, c'est le routeur qui sépare les subnets. Qui est le point de séparation. Ça veut dire que si nous sommes tous ensemble et qu'il n'y a pas de routeur, on doit être dans le même subnet. Une fois que le routeur nous sépare, on doit être dans des subnets différents. Mais lisez ces deux, vous allez comprendre. J'ai donné des topologies pour mieux expliciter cela. Ici, là, ce sont deux subnets différents. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont deux subnets différents? Si vous restez à analyser ces deux adresses IP, vous allez comprendre qu'ici, c'est un 0, 0 à la fin. Ici, c'est un 1 et 0. Donc, ce sont deux subnets différents. Et vous allez voir qu'ils sont séparés par un routeur. Donc, ce réseau local est séparé par un routeur de ce réseau local. Donc, voilà pourquoi, au moins, donc,
parfois on pouvait croire qu'il fallait deux routeurs. Non, ils sont séparés par un routeur. Donc ce réseau local se connecte à ce port et ce réseau local se connecte à ce port. Donc ils sont dans deux routeurs. Donc ils sont séparés par un routeur. Donc ça veut dire qu'ils doivent être dans des subnets différents. Mais si ici là, donc en fait on a déjà résumé les deux options. Ici là, c'est le contexte où ils ne sont pas séparés par un routeur. Ici là, lorsqu'on compare les deux, ils sont séparés. Il y a un autre cas de figure ici. Donc, ici là, vu qu'il n'y a pas un routeur, tous ils doivent être dans un même subnet. Ils sont dans un même subnet parce qu'ils ne sont pas séparés par un routeur. Ici là, nous avons ce serveur qui est à cette interface, à ce port, et nous avons ce switch qui a deux PC à ce port. Donc ce serveur doit être dans son propre subnet et ce côté aussi est dans un autre subnet. Le IP header. Le routage IP utilise le IP header. Nous avons beaucoup parlé de l'Ethernet header, donc le header, l'entête du message de la deuxième couche. Donc c'est le temps aussi de dire que la troisième couche a un header. Donc son message a un en-tête. Le IP header liste les adresses IP, source et destination. 32 bits. Donc, si c'était une adresse IPv6, ça devait aussi être adresse source, destination de l'adresse IPv6. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'adresse IP version 4, IPv4. Donc, l'adresse IP est de fait 20 bytes. Alors que le routeur écarte et ajoute les data link header en tête du message de la deuxième couche, toutes les fois qu'il transmet le paquet, le IP header ne change pas. Les adresses IP restent inchangées. Nous l'avons vu. Je vais repartir ici là parce que c'est très important. Au fur et à mesure que le message est transmis, on enlève ça, on remplace par le HDLC. On transmet ici, on enlève le HDLC, on remplace par ça. Lorsque ça arrive ici, on enlève ça, on remplace ça. Ça c'est pour changer les destinations physiques, tout simplement parce que chaque routeur a une adresse physique. Donc pour que je puisse me rassurer que mon information va arriver à la bonne adresse physique, je mets dans le data link l'adresse physique. Et lorsqu'il quitte ici, j'ai l'adresse physique de cette interface afin de bien livrer mon message. Mais l'adresse IP que je transmets ici là ne va pas changer. Donc le IP packet n'est pas touché. Le IP packet, le IP header est fait partie du IP packet. Du coup, lorsque les routeurs transmettent le message de routeur après routeur, ils enlèvent le frame, le data link header, le frame header, mais il ne touche pas au paquet parce que le paquet c'est le message qui doit être livré à la destination finale. Et enfin, IP header fait partie de la troisième couche contient le message destiné à la destination finale. Et permettez-moi la redondance. Ne change pas. Donc l'adresse IP ne change pas à ce niveau. Le Ethernet header, deuxième couche, livraison locale, change progressivement. Donc si je veux envoyer mon courrier à Paris et lorsque je mets l'adresse
c'est l'adresse finale. C'est l'adresse du destinataire final. Mais lorsque la poste reçoit le courrier, il pourra faire ça passer par plusieurs postes locaux. Il va mettre ça dans des, je peux dire dans des box, dans des cartons, où il met une autre adresse. Ça c'est par exemple si le courrier va de Johannesburg et que ça doit passer par exemple ça va monter, donnons l'exemple que ça monte, ça va de l'Afrique du Sud, ça monte vers le Congo. La poste du Congo enlève l'adresse de l'emballage qui venait de l'Afrique du Sud, dit que ça va maintenant à Abidjan. Ça arrive à Abidjan. Abidjan fait le même travail. On lève, on voit au Maroc. Donc c'est la même logique. Mais le courrier qui est à l'intérieur ne change pas parce que c'est la destination finale. Mais pour faire progresser le courrier dans le contexte, poste après poste le plus proche, selon leur route, c'est la même logique. Lorsque nous allons faire le lab, nous allons voir comment dans Packet Tracer les protocoles fonctionnent et nous allons résumer tous ces éléments afin de les clarifier. Soyez patient avec vous-même parce que ça demande de la patience. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez des remarques, des propositions, des suggestions, contactez-nous à support@congo-its.com et je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que c'était informatif. Je vous encourage de ne pas baisser les bras parce que les bonnes choses demandent la patience. Il y a des concepts que peut-être que vous ne comprenez pas bien maintenant. Nous passons tous par ça. Il y a des concepts que je n'ai pas encore compris parce que le réseau est très vaste. Soyez rassurés, mais après quelques mois, vous allez commencer à vous retrouver et soyez un gladiateur. Merci, que Dieu vous bénisse.